Le secret du phénix d'Aurore Griffon, chapitre 11. L'art de la manifestation. Je sais ce que je veux, donc j'obtiens. Félicien inscrit cette nouvelle phrase dans son carnet. Il avait dormi d'un vrai sommeil réparateur et se sentait en pleine forme pour démarrer la journée. C'est fou ce qu'un quotidien banal peut se transformer en journée magique, se dit-il. Cela faisait plusieurs mois maintenant qu'il avait initié une toute autre approche de sa vie. Il n'avait pas tout révolutionné concrètement. Pourtant, son nouveau regard sur le monde qui l'entourait changeait du tout au tout. C'est à l'intérieur qu'il avait changé. Il ne prenait pas du tout les mêmes décisions, ne faisait pas les mêmes choix, n'avait plus le même positionnement défensif et impulsif face aux gens. Forcément, les résultats concrets, tangibles, étaient différents de ceux dont il avait l'habitude. Même son entourage se comportait différemment avec lui. Il expérimentait la nouveauté tous les jours, la vie en résilience. Sortir de la dominance de l'ego était le paradis. Pas à pas, sa zone de confort s'élargissait. Pas du fait d'aléas bousculants, mais du fait qu'il avait enfin pris en main l'entièreté de sa vie, et par la main son enfant intérieur. Il se sentait pour la première fois capitaine de son navire. Il sortait des cales, de l'obscurité, des galères, et apprenait à manier la barre. Il avait constaté qu'entre ses pensées et le monde concret, il y avait de moins en moins d'écart. Tout se reflétait. C'était vrai en fait. Il ne pensait presque plus, ne réfléchissait pas comme avant. Il accueillait ses pensées au lieu de laisser le brouhaha de sa tête se faire à son insu. L'inspiration prenait toute sa place. Les ruminations de l'intellect cessaient, et Félicien retrouvait le goût de la vraie vie. Le nom de résilience était un jeu formidable, presque devenu un automatisme maintenant pour Félicien. Il se surprenait à rester calme et serein, en toutes circonstances. Il avait bien eu cette conversation avec son agent immobilier concernant son ex-beau-frère et sa vente. L'agent avait eu l'air surpris, mais il avoua également qu'il avait senti immédiatement que sa vente ne serait pas simple et fluide, comme pouvaient l'être certaines. Il avait du métier. Il savait que certains biens étaient parfois accrochés à des chaînes invisibles, et c'était le cas pour l'imprimerie de Félicien. Son bien aurait dû déjà être vendu en temps normal, et il n'y avait pas de repreneur sérieux en vue depuis des mois. Ceci ne provenait pas des critères de Félicien, ni de sa volonté de se séparer de son activité, pas plus que du marché ou de la conjoncture. Il y avait une force d'opposition qui freinait les choses. Cette force provenait d'Erwan, était canalisée par Erwan, plus exactement. Lui avait un intérêt à faire échouer Félicien. Il était en phase de vengeance personnelle, et avait focalisé cette énergie négative sur Félicien. Il l'avait d'emblée affublé de ce rôle de loser, sa propre projection en réalité, l'image qu'il ne supportait pas de lui-même. Puisqu'il en avait l'opportunité, il faisait donc en sorte que les choses et les circonstances lui donnent raison. L'ego est comme ça, il ne peut supporter d'avoir tort, sinon il meurt. De quelle façon s'y prenait-il concrètement ? Félicien l'ignorait. Erwan était sorti des radars depuis la petite visite ratée de sa compagne. C'était très étrange. Ce dont il était certain pour sa part, c'est que lui, Félicien, n'était absolument pas un loser. Il était juste dans le collimateur d'un menteur et d'un abuseur, comme il l'avait été autrefois avec son père. La résilience devait permettre de se sortir de cette situation, Félicien en était persuadé. La première chose à faire était de sortir de ce costume de victime qu'on voulait encore lui mettre sur le dos, et donc de l'ego de l'enfant blessé. Enfant, on lui avait tout flanqué sur les épaules. On lui avait vissé sur la tête ce bonnet de victime. Mais aujourd'hui, il n'avait pas l'intention de continuer à endosser ça. Définitivement, sa clé de résilience allait lui servir pour ne pas être l'écran de projection d'Erwan. Accepter d'être son mouton noir, et puis quoi encore ? Qu'il croie ce qu'il veut, Félicien savait qui il était. Accepter d'être l'écran des projections des autres, c'est se condamner à passer à côté de son destin personnel, à être lié aux projectionnistes de drama et à jouer leur mélodrame au sacrifice de sa propre histoire. Il devait trouver la porte qui était fermée entre sa volonté à lui et cette vente. D'habitude, on cherche la clé, mais là, il cherchait la porte fermée à clé. Sa réponse était en lui, et c'est par l'intuition qu'il voulait la trouver. Une véritable enquête policière, mais un peu arbrousse-poil. Le crime était en prévision. Il connaissait le futur coupable, la future victime, le mobile, le lieu, la complice, tout, mais pas encore l'arme du crime. C'est ce qui faisait défaut à son enquête de Cluedo. Et si sa vente était bloquée, c'est que l'arme du crime était déjà à l'œuvre. Pas d'arme, pas de crime. La meilleure façon d'empêcher une nuisance grave, voire dramatique, est de désarmer l'assaillant. Félicien devait mettre la main sur cette arme. De quelle nature pouvait-elle bien être faite ? Rien n'était palpable ni concret cette fois. C'était de nature invisible. Nom de Dieu. Mais si Erwan se servait de l'invisible, c'est que lui aussi était sorcier. Ou alors, il faisait appel à quelqu'un du métier ? C'était absurde, délirant.
On ne fait plus appel à des mages noirs, des sorcières ou à des jeteurs de sorts de nos jours pour régler ses différends, ses vengeances, ses volontés de nuire. Il faut vraiment être le roi des lâches pour utiliser la magie contre son prochain. Il venait d'exprimer ses pensées à haute voix. Félicien avait eu l'occasion de découvrir un peu l'Afrique lorsqu'il était ce jeune bourlingueur. Il savait, pour l'avoir vu de ses yeux, que les magies faisaient partie intégrante de la vie quotidienne sur ce continent, du nord au sud, et d'est en ouest. Ce n'était pas de la rigolade. Ça fonctionnait très bien, que ce soit en bien ou en mal. Il pensait que cela avait disparu du monde occidental, ou au moins était devenu anecdotique. Lui aussi voulait devenir magicien, mais pas du tout de cette façon-là. Alors serait-il possible que ce pan de pratique rituelle d'un autre âge fasse partie de son apprentissage ? Son intuition venait de lui souffler. Magie noire. Son mental lui disait « C'est du n'importe quoi, redescends sur terre ». Il n'avait envie d'écouter ni l'un ni l'autre. Il aurait juste voulu être une petite souris pour espionner les actes d'Erwan et en avoir le cœur net. Il ne nourrissait aucune rancune, aucune envie de vengeance vis-à-vis d'Erwan. Il voulait que celui-ci reste à sa place et s'occupe de ses oignons. C'était un acteur, un type qui avait basculé dans la méchanceté et la perversité pour ne pas accepter qu'il était vraiment un simple plouc de province, un arriviste. Félicien ne voyait rien de mal à être un provincial, un type simple et modeste. Il se fichait pas mal qu'Erwan lui colle cette étiquette à lui. Mais peut-être qu'Erwan, lui, ne supportait pas sa condition, ses origines tout bêtement. Il ne serait pas le premier à tomber dans le piège de la convoitise et des lumières citadines qui n'existent pas en Ploucardie. Lorsque l'on désire ce que l'autre possède, on oublie de désirer ce que l'on possède déjà. Lorsque l'on empêche ou que l'on sabote volontairement la réussite de l'autre, pour qu'elle ne risque pas de concurrencer la sienne, on s'oublie et on se trahit soi-même. C'est ainsi que l'on commence à souffrir stupidement, pour rien, et que l'on entraîne des victimes collatérales. On peut légitimement désirer des nouveautés, des améliorations à sa condition première, des enrichissements. L'erreur réside dans le fait de vouloir s'accaparer ce que les autres possèdent ou sont parvenus à posséder. L'autre erreur est de vouloir entraver son prochain, pour rester au-dessus de lui, quoi qu'il en coûte. Créer ses propres richesses, qu'elles soient de nature matérielle ou immatérielle, sur la base de ce que l'on est et de ce que l'on aime profondément, est la seule route qui ne fait pas souffrir et qui n'engendre pas de souffrance pour les autres. On part de soi, tel que l'on est, et tel que l'on a été façonné depuis l'enfance. À partir de cette base, on crée son univers. Ainsi, on n'a pas besoin de prendre à l'extérieur ou chez autrui, par la force ou la ruse. On n'est pas tenté de copier ou d'installer une concurrence entre soi et l'autre. Pas besoin non plus de séquestrer ou de saboter le bien d'autrui pour empêcher sa réussite. On crée avec ce que l'on a déjà sous la main, et l'extérieur vient porter sa participation, son aide, son assentiment, sa co-création de façon naturelle et spontanée. Quand l'idée est bonne, valable, désirable, les forces d'opposition s'effondrent et l'univers se crée, voit le jour, prend sa forme ou se modifie. C'était une des grandes leçons d'Étienne, laquelle était validée par l'exemple. Félicien s'était positionné dans ses projets comme si aucune force d'opposition n'existait, et il était à la fois surpris d'en trouver une dès le départ et aussi quelque peu dégoûté. Erwan voulait clairement à la fois s'accaparer le capital de départ de Félicien et saboter ses projets, sa destinée, tout comme son père l'avait fait en son temps. C'était facile à l'époque, il tenait son fils dans la main. La position de victime est ainsi. Être à la merci de quelqu'un ou d'un système qui peut faire ce qu'il veut de vous, parce que vous n'êtes pas en position de faire respecter votre libre arbitre ni votre intégrité. Si en effet Erwan avait vraiment utilisé la magie noire contre Félicien, ou en avait l'intention pour parvenir à ses fins, il ne pourrait pas faire grand-chose. Magie blanche contre magie noire, la bonne vieille guéguerre. La question était trop grave. Félicien solliciterait une conversation avec son guide. Il n'aimait pas du tout cet aspect de la magie et n'avait pas envie de mettre le nez dans ces choses sulfureuses et absolument ignobles à ses yeux. Ce qu'il comprit depuis longtemps était qu'il revivait exactement la même situation qu'enfant, et ça lui prenait vraiment la tête. Tout avait été prévu pour que dès le départ ses projets soient anéantis, qu'il reparte à poil et soit jeté à la rue en l'état. Le poussin tué dans l'œuf. Il avait mal vécu cette situation à 18 ans. Alors celle-ci se représentait à nouveau, et assurément elle se représenterait jusqu'à ce qu'il arrive à la franchir, en vivant bien l'expérience. Plus cela se représentait, plus cela s'amplifiait dans la difficulté. Les épreuves de la vie sont des apprentissages. Il avait utilisé certaines parades pour se rétablir. Il avait déjà opté par exemple pour l'emprunt, lorsqu'il avait créé son imprimerie, pour pallier à son absence de capital de départ, refusé par ses parents. Ce n'était pas la meilleure solution, car les emprunts vous obligent à vous mettre à la merci de vos créanciers pendant de nombreuses années parfois. Position de victime à nouveau. Il ne pouvait pas se résoudre à rassembler un capital par des malversations ou des ruses, ni même à aller casser la figure de celui qui lui cassait les pieds. Il était incapable de se mettre dans la peau d'un bourreau. C'était réglé.
il n'était pas comme son père. Se mettre dans la peau d'un sauveur aurait été de renoncer à son projet et de le donner en pâture à quelqu'un d'autre. Le sacrifice. Erwan le poussait un peu en ce sens d'ailleurs. Il tournait en boucle depuis des mois. Félicien avait envie d'utiliser la résilience pour se sortir de ce traquenard. Magie ou pas magie. Mais il ne savait pas comment s'y prendre. Être résilient quand on veut faire main basse sur votre dû, qu'on veut bafouer vos droits fondamentaux par l'invisible. On fait comment? On s'amuse. Félicien reconnut de nouveau la voix de son guide dans sa tête. On s'amuse. Mais t'en as de bonnes, toi. Comment peux-tu t'amuser quand on te barre la route avec tant de force? À ton avis, par quoi faut-il commencer lorsque l'on veut jouer? Je ne sais pas. Mais si, tu sais. Tu rassembles ta brochette de participants et tu commences une partie. Tu sais très bien que parmi les participants, il y aura des tricheurs, des bons joueurs, etc. Oui, ok, ça, d'accord. Les tricheurs, c'est ceux qui foutent la partie en l'air en général, et on n'a pas vraiment envie de jouer avec eux. Eh bien, qui sont les tricheurs dans ta partie? Erwan est le tricheur. Alors ne l'accepte pas dans ton jeu. Pardon? Mais il y est déjà, il s'y est incrusté tout seul, figure-toi. Je ne l'ai pas invité. Alors sors-le du jeu. Mais comment? Ne lui donne aucune bille pour jouer. C'est ce qu'il est en train de faire avec toi. C'est lui qui veut t'évincer de ton propre jeu, pour récupérer ta part et ta partie. Exact. Alors s'il est focalisé sur ça, dois-je changer carrément de jeu? Changer toute l'équipe? Dans tes nouveaux projets, Erwan et ce qu'il représente, fait-il partie du game? Ah, absolument pas, je n'en veux plus dans ma vie des gens comme lui, plus jamais. Parfait, alors amuse-toi. Félicien était interrogatif. Non, je ne vois pas. Quand tu n'as plus de billes, que te reste-t-il? Il réfléchit. Ma créativité. Bravo! Pour l'instant, tes billes sont sous séquestre, mais elles ne sont pas perdues. Alors développe ta créativité. C'est gratuit la créativité, et infini. Si tu te focalises sur autre chose, tu vas lâcher le bout de ta corde. Et en face, s'il tire trop fort, il va se casser la figure. Non? Assurément, si on lâche d'un seul coup, celui qui tire comme un damné va tomber à la renverse. Eh bien voilà, amuse-toi. Mets ton énergie ailleurs, d'un seul coup, et vois ce qu'il se passe. Il me semblait que tu avais retenu la leçon précédente. Tu veux dire oublier ma vente et penser à autre chose? Mais ça fait des mois que je patiente ainsi et que je focalise ton énergie, non sur le problème présent, mais sur ta vie d'après. La création que tu vas matérialiser et développer. Celle-là, il ne pourra pas l'atteindre. Premièrement, il n'est pas au courant. Et deuxièmement, ta position égotique n'est plus dans ces nouveaux projets. Tu es devenu une cible mouvante, et voire invisible. C'est l'avantage de la résilience. On ne sait jamais où tu vas émerger et où tu te trouves. Le monde de la résilience est transparent aux yeux du monde de l'ego. C'est ta nouvelle partie, ton nouveau jeu. Quant à la composition de ton équipe, elle se fera toute seule. Oui, mais j'ai besoin de mes billes pour mon nouveau jeu. Vraiment. Tu penses en faire quoi de tes billes au juste? M'acheter un véhicule pour partir et voyager. Ok, je croyais que tu voulais devenir magicien. Alors dans ce cas, disons que tu es déjà en voyage. Que vas-tu faire? Profiter des paysages, des rencontres, du voyage en lui-même et expérimenter ma magie au jour le jour. Ok, et après, lorsque tu auras mangé toutes tes économies dans ton voyage? J'aurai sans doute envie de faire de nouvelles choses, comme de me mettre un peu à la peinture, développer mon activité de magicien, sérieusement. Bien. Que te faut-il pour développer ton activité? De la créativité, de l'expérience et du savoir. Et toutes ces choses-là, ne les as-tu pas déjà à disposition? Si en fait. Est-ce que ça fait une grande différence dans ta vie si les choses dont tu as envie ne suivent pas l'ordre dans lequel tu les as disposées et ordonnées? Pas vraiment, tu as raison. L'important pour moi est de pouvoir vivre toutes ces expériences, le voyage autant que les activités qui m'intéressent. Commence donc par suivre ce que tu as déjà, et le reste suivra. Même si l'autre Gugus me bloque les billes? Félicien, si tu lâches ta corde d'un seul coup, que tu cesses de résister, de te servir de ton ego, l'énergie fera un retour boomerang. Tu sais, après, les billes, ça roule dans le sens de la pente. En fait, ce que tu me dis est que, en me focalisant sur ce que je peux déjà faire avec ce que j'ai au présent, je vais créer un ordre différent dans les pièces de mon puzzle, mais je n'en perdrai pas une seule. Oui, alors que si tu continues à résister, ton opposant va employer les grands moyens. Et là, tu vas perdre à la fois tes billes et ton temps. Les grands moyens, ce pourrait être la magie noire. Ça peut, mais si tu changes ta position au bon moment, la flèche qui doit t'atteindre va aller se planter ailleurs, ou revenir directement au lanceur. Pour qu'une flèche atteigne sa cible, la dite cible doit rester immobile, stagnante, non? Tu es stagnant depuis quelques mois, non? Je te le redis en d'autres termes. Si celle-ci bouge ou disparaît, alors la flèche envoyée va soit s'écraser ailleurs, soit elle va revenir vers son maître. La magie, c'est donner un ordre à une énergie ou à une entité
pour faire le boulot à ta place, dans l'invisible. Et l'invisible juste à proximité de toi, non? Oui, donc si je veux m'éviter une attaque, quelle qu'elle soit, je dois rester en mouvement ou changer radicalement de cap? Exactement, mais pas n'importe quel mouvement. Un mouvement impulsé par tes désirs profonds, tes intuitions. Et voilà comment disparaître du monde de l'ego. Félicien, les magies néfastes ne sont pratiquées que dans une volonté égotique. Les entités ou les forces négatives sont aveugles, hors de leur monde. Reviens à ta résilience et tu auras gagné, sans combattre, sans te faire mal. C'est le fait de suivre le mouvement de mes intuitions qui peut me protéger des attaques de magie, si je comprends bien. Oui, un assaillant ne peut rien faire s'il ne te voit pas là où il te cherche. Les entités, idem. Au-delà de l'astral, elles n'y vont pas. Les pensées égotiques, elles les voient, les sentent, mais pas les intuitions. Les intuitions viennent de ton haut, tu comprends? C'est d'une logique implacable, n'est-ce pas? Certaines personnes deviennent totalement transparentes aux yeux du monde pendant très longtemps, parce qu'elles sont sans cesse attaquées dès qu'elles se mettent un peu à briller. Du coup, elles surgissent seulement lorsque leurs projets sont déjà totalement aboutis. C'est un peu ton cas, et c'est le cas chez toutes les personnes qui n'ont pas bénéficié de parents structurants. Elles ont choisi une enfance difficile, voire terriblement difficile. Ainsi, leur plus gros défi dans la vie est de surmonter leur handicap de départ. Leur zone de confort est d'être entourées de personnes toxiques, malveillantes souvent, comme elles l'étaient dans leur foyer d'origine. Ainsi, ces personnes-là, pour s'extirper de leur zone de confort originelle, de leur zone connue, doivent devenir transparentes, insignifiantes aux yeux de toutes les personnes toxiques qui les entourent. Tu parles presque avec la métaphore des courses hippiques, avec les outsiders qui sont plombés dès le début de la course, n'est-ce pas? Oui, certaines âmes, vois-tu, ont volontairement choisi d'incarner des personnages outsiders. Ces personnes vont vivre des drames terribles dans leur enfance et vont essayer d'en faire quelque chose de fabuleux néanmoins dans leur vie d'adulte. Elles se sont lancées le défi de contrarier l'ordre établi, leur programmation d'échecs, leur programmation de mouton noir. Si elles y parviennent, alors ce sont elles qui peuvent vraiment changer la face du monde. Tout le monde les donne perdantes, et donc tout le monde s'en fiche. On ne mise pas un copec sur ces personnes-là. Ainsi, on ne les calcule pas trop. Enfin, tant qu'elles restent loin derrière le peloton de tête. Et on ne les aide pas non plus. La vérité est qu'elles peuvent franchir la ligne d'arrivée avec les honneurs et tous les coiffer au poteau. Le handicap de départ est un défi, non une punition. Avec un handicap, tu es obligé de développer des capacités insoupçonnées, ainsi que tes autres sens. Tu deviens de fait et de loin bien supérieur par rapport au gros du peloton. Dans le bon comme dans le mauvais sens du terme d'ailleurs. Mais là, ça dépend totalement de tes choix et de la nature de ton cœur, de tes intentions. Mais ça veut dire aussi que tu gardes jusqu'au bout de la course ton poids de surcharge? Bien sûr, puisque c'est ça qui te permet de l'équilibrer avec un surplus de muscles. Enfin, je veux dire de capacité. Tu m'as compris. Tu ne peux jamais totalement oublier ce que tu as vécu. Par contre, tu peux considérablement annuler cette charge supplémentaire en l'utilisant pour muscler tes facultés. Mais comment peut-on transformer en avantage un lourd traumatisme? Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, Félicien. Je viens de te l'expliquer. Les forces d'opposition sont là pour te permettre de renforcer ta détermination. Si ce que tu veux est vraiment enraciné au fond de toi, alors tu deviendras bien plus fort et puissant que tes adversaires ou tes détracteurs. Tu utiliseras leur force à ton avantage. Tu veux être un puissant magicien de la résilience. Alors tu as tout ce qu'il te faut en ce moment pour muscler cette capacité. Lorsque tu as vécu un traumatisme, dis-toi que tu as reçu une dose de poison qui va t'immuniser à vie. Ça va t'affaiblir au début, mais renforcer grandement ton immunité, ta force, par la suite. C'est un vaccin en somme contre les traumatismes similaires. C'est en outre une opportunité pour toi de repérer très facilement ceux qui ont un comportement de nature à traumatiser les autres de cette façon-là. Tu les sentiras venir à 15 000. C'est une première chose. Ensuite, la façon dont tu as vaincu ton traumatisme en trouvant et en utilisant son antidote peut aussi profiter à ceux qui n'arrivent pas à se sortir du leur. Ça peut beaucoup aider de partager son expérience et son chemin de résilience dans ces cas-là. La résilience est ta magie, mais c'est surtout un antidote exceptionnel. Enfin, puisque ce genre de personnages, ces âmes perdues, qui vivent dans ce monde et posent de graves problèmes quant à l'évolution normale et douce des choses, eh bien, tu vas aussi pouvoir leur venir en aide. Pardon ? Mais je n'ai aucune envie d'aider des monstres. Personne, à part des monstres eux-mêmes, ne peut avoir envie d'aider ce type de personnage. Ça dépend. Si la nature de l'aide que tu leur apportes peut être une source de joie et de réparation pour toi, que veux-tu dire ? Aider n'est pas forcément ce que tu crois. Aider des monstres est antinomique pour moi. Alors change tes mots, reformule différemment. Comment transformer des monstres en agneaux ? Si tu es à l'aise avec cette idée. Le problème est que je n'ai pas su transformer mes parents en de gentilles brebis. Je ne peux pas employer ces mots.
C'est sage. Comment aides-tu quelqu'un qui s'acharne à tirer la corde vers lui? En lâchant ma prise d'un seul coup. Ça va, j'ai compris la leçon. Bien, alors reformule maintenant. Aider un monstre consiste à le faire se retrouver tout seul, le cul par terre, à chaque fois qu'il tente de tirer sur la corde. Voilà, tu vois quand tu veux. Et là, crois-tu que ce n'est pas une leçon amusante pour toi d'aider un monstre? En quoi ça peut l'aider à arrêter de tirer sur les cordes des autres? Ah, si à chaque fois que tu viens tirer sur une corde, tu es sûr de te casser la figure et de faire rire tout le monde, il arrivera un moment où tu en auras assez. Disons-le de façon triviale, tu auras tellement mal au derrière que tu cesseras de faire ça. Mais tout le monde ne sait pas lâcher la corde au bon moment. Mais Félicien, tout le monde a besoin d'apprendre. Si ta méthode fonctionne bien, personne ne t'empêche de la partager. Ceux qui veulent vraiment sortir de la dualité, du combat et des rivalités viendront à toi sans que tu aies besoin de faire d'efforts exceptionnels. Si en plus tu sais qu'ils s'amuseront avec ta méthode, et toi qui t'amuseras en montrant l'exemple, ne te prive pas de la partager au plus large. Tu sais, tu as encore une image des bourreaux un peu trop jugeante et négative. Les bourreaux ne sont bourreaux que parce qu'ils ont trouvé cette parade pour ne pas souffrir eux-mêmes, ou moins souffrir. La plupart des bourreaux de ton monde ont une peur bleue de leur propre souffrance, et c'est pour cela qu'ils la font vivre aux autres, et de surcroît souvent de façon amplifiée. Ils ont ainsi l'impression de reprendre le contrôle. Ils sont de ces orgueilleux qui ont honte d'avoir été un jour victimes. Ils n'assument pas ça. Ils n'affrontent pas leur peur. Au contraire, ils refilent aux autres tout ce qui les dérange, leur fait vivre à leur place ce qu'ils ne veulent pas traverser. Ils pensent ainsi s'en tirer à bon compte, sans savoir qu'ils ne font en réalité que de faire reculer l'échéance. Ils vivront toutes les souffrances, toutes les peurs qu'ils ont infligées aux autres, une fois passés de l'autre côté, en plus des leurs, mais ça, ils ne veulent pas l'envisager. En réalité, les pires bourreaux de cette terre sont des têtus qui ont mal au derrière, mais qui continuent quand même. Faut croire, mon brave Félicien. Et peut-être même qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'avoir vraiment eu mal où je pense, et qu'ils ont besoin d'en faire l'expérience. Bien comme il faut, pour se remettre en question. Tu peux les aider, eux aussi. Tu as la vision des personnages et de leur forme, mais tu n'as pas la vision à partir de l'âme. Lorsque tu l'auras atteinte, alors tu changeras complètement ton point de vue et tes jugements. Mais tu as raison également, certains types de bourreaux n'ont plus leur utilité sur Terre aujourd'hui, et ils doivent disparaître. Les grands dinosaures ont disparu pour la même raison. Aide-les à se délester de leur fonction, de leur rôle ingrat. Ah, si je peux me prendre une barre de rire en le faisant, alors oui, je suis d'accord. Et partie prenante, j'ai changé d'avis. Tu vois quand tu veux. Tu viens de renouveler ton vœu d'incarnation, mon cher Félicien. C'était ça? Oui, exactement ça. Tu étais volontaire pour revenir faire l'expérience sur Terre, mais à condition de t'amuser. Ah là, tu as mis dans le mille. Je ne trouve aucun sens à la vie si je ne m'amuse pas. Tu viens de me remonter le moral, mon cher guide. Merci. Je dois donc trouver à m'amuser avec un bourreau qui titille les forces obscures. La tuile quand même. Si lui tire de ce côté de la corde, toi, quelle force contraire es-tu en train de lui opposer? Ah, magie blanche, c'est celle que je veux pratiquer. Bien, alors lâche ton bout de la corde, à moins que tu ne sois en capacité de tirer vraiment plus fort que lui. Ouais, tu as raison, je préfère l'effort léger et je suis trop débutant encore. Je vais laisser en suspens la vente de l'imprimerie. Du moins, puisque tout est calé avec l'agent immobilier, je vais me focaliser sur autre chose, en toute discrétion. J'avais envie d'écrire pour partager ce que je sais déjà. Ce qui me motive vraiment, c'est d'écrire pour les enfants, les futurs magiciens de la vie. Ce sont eux qui sont en première ligne des abus de toute nature, et ce n'est pas juste. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. On doit pouvoir avoir la clé de résilience aussi dès l'enfance, puisque l'on est prisonnier jusqu'à 18 ans de l'autorité parentale, et du monde des adultes plus généralement. Tu as déjà le début de ton histoire, Félicien. Tu l'as déjà écrite dans ta tête. Ah bon? L'histoire du petit garçon qui se fait détruire son château par une bande de crétins, etc. Ah oui, ma vision dans le bain. Mais c'était déjà un peu prémédité de ta part, ce livre, si je comprends bien. C'était une probabilité que je t'avais soufflée. Si tu as envie d'emprunter cette route, vas-y. L'intuition te guide vers les meilleurs chemins possibles pour revenir à ton essence. À toi de rendre le voyage agréable et drôle. Tu en es parfaitement capable. Si tes écrits sont inspirants, alors tu auras du succès. Si l'un d'eux peut t'aider, même ne serait-ce qu'une seule personne, tu auras déjà accompli l'essentiel. Tu peux utiliser toutes les formes possibles pour faire passer tes messages. Tu n'es pas cantonné seulement au livre, tu sais. Je sais, mais il faut commencer par quelque chose et je dispose de tout ce dont j'ai besoin à l'imprimerie. Mais oui, bien sûr, je vais me faciliter la tâche si je commence par un livre. Je suis bête, je n'avais pas vu les choses comme ça. Je dispose absolument de tout ce dont j'ai besoin, et encore davantage. Je vais même pouvoir illustrer mon premier roman grâce à mes peintures, mais c'est génial. Ce sera en effet bien plus facile de commencer par là. Ne penses-tu pas que si tu avais déjà finalisé ton affaire de vente, tu aurais quelques difficultés supplémentaires pour écrire et imprimer ton premier livre? Tu as raison une fois de plus. C'est bien mieux que les choses soient disposées dans cet ordre-là.
De toute façon, j'ai toujours su que j'allais écrire. Et de surcroît, j'aurai la tête libre pour profiter pleinement de mon premier voyage après. Alors tu peux remercier ton Erwan. Oui, quelque part. Il me rend vraiment service, celui-là. Les bourreaux sont au service de la lumière, Félicien. Il ne peut en être autrement, même si ça ne les arrange pas de le reconnaître. Mon cher guide, je viens de comprendre le sens profond de « remercier ». Et remercier a deux sens dans la langue française. Cela veut dire à la fois « merci » et « adieu, je n'ai plus besoin de tes services ». Tu as tout compris. C'est le secret pour lâcher la corde d'un seul coup. Ou la toile d'araignée, si tu préfères. Remercie du fond du cœur, ça agira dans les deux sens. La gratitude est un sabre qui tranche tous les liens néfastes ou toxiques et renforce tous les liens d'amour. Ne l'oublie jamais, Félicien. Tu ne peux pas savoir à quel point je l'aime, mon petit héros du château de sable. Je vais lui faire vivre des aventures extraordinaires, de celles qui vont lui donner de la force, du courage et rendre la joie de vivre à tous les enfants qui subissent du harcèlement ou des abus. Très bien, tu peux commencer dès aujourd'hui. Veux-tu en profiter pour couper ou lâcher d'autres cordes ? Oui, bien sûr. Ressens-tu de la gratitude pour ton père maintenant ? Tu ne peux pas ressentir de gratitude et de rancune en même temps. Il s'agit d'une même énergie, mais dans deux sens opposés. Eh bien, je crois que oui. Je le remercie pour m'avoir donné l'opportunité d'être un outsider de la famille. C'était une tannée, mais c'est devenu un moteur. Je le remercie pour m'avoir permis de développer un maximum ma créativité, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Je le remercie aussi de m'avoir vacciné contre les bourreaux de son espèce, que je peux repérer facilement. Je le remercie de m'avoir montré ce que je ne voulais jamais être et jamais devenir, l'anti-Félicien, le clone de papa. Finalement, je n'ai pas si mal choisi mon salopard de père. Grâce à lui, je vais peut-être pouvoir aider plein de gamins à se libérer de leur chaîne, ou au moins à ne pas perdre ni leur vie, ni leur destinée. Tu as raison, mon guide. J'aime mon père dans l'absolu, et je lui pardonne tout parce que je le remercie, dans les deux sens. Il m'a rendu un immense service, même par la négative. Ah, s'il savait. Alors, tu es libre de ce lien, Félicien. Et tu viens de briser cette malédiction familiale, pour toutes les générations. On continue ? Pourquoi pas ? Avec ma mère alors ? Si tu veux. Je remercie et salue ma mère pour sa prestation de complice du bourreau, rôle exécuté avec brio. Grâce à elle, j'ai pu voir à quel point rester bloqué devant les portes de ses peurs et de ses indignités pouvait entraver la vie. J'ai pu comprendre que les traîtres se comptent toujours parmi les plus peureux, les plus en convoitise, les moins autonomes. Il ne faut jamais rien en attendre, ne jamais leur donner votre confiance, à moins de vouloir prendre un coup de poignard dans le dos. Elle avait tellement peur de l'autorité de mon père qu'elle en devenait paradoxalement fascinée. Elle s'était rangée derrière et pouvait ainsi à loisir exprimer, sans aucune représailles, toutes ses vilaines actions. Elle est devenue une véritable serpillière, une ramasse-miettes indigne, une servante au regard de convoitise et d'idolâtrie. Grâce à son exemple, je n'ai jamais été idolâtre de personne et de quoi que ce soit. Une chance. Elle ne te rappelle pas quelqu'un d'autre ? Si, Monsieur Gestapo. Bien vu. Profites-en pour le remercier lui aussi en bonne et due forme. Ainsi, tu n'en croiseras plus des comme ça sur ta route. Bonne idée. Oui, je remercie ce monsieur de m'avoir montré le chemin de l'indignité humaine. Grâce à lui, grâce à ma mère, je ne prendrai jamais ce chemin. J'accepterai toujours d'affronter mes peurs et mes indignités, de les traverser plutôt que de les faire vivre à autrui. Je ne convoiterai pas chez l'autre ce que j'ai moi-même en abondance. Ainsi, je ne connaîtrai jamais ni l'emprise, ni la corruption, ni le manque. Je ne suis pas un chien aux ordres de son maître. Je remercie ce type, ainsi que ma mère, de m'avoir vacciné contre la manipulation, l'ingérence et encore une fois la convoitise. Je ne serai jamais tenté de piétiner quelqu'un qui est déjà à terre, en position de fragilité ou d'infériorité par rapport à moi-même. C'est tellement laid de se comporter ainsi. Ah, quel service ils m'ont rendu ces deux-là. Félicien, je te félicite. Tu peux vraiment aller te détendre et te reposer de ton travail aujourd'hui. Tu l'as bien mérité. Si tu le dis, je suis un peu vidé de ces prises de conscience et de cette leçon de résilience. Mais ça m'a fait un bien fou. Félicien reprenait doucement ses esprits après cette méditation très bien guidée. Il avait posé l'intention d'avoir la solution pour contrecarrer les sales plans d'Erwan, le désarmer lui, comme il l'avait su le faire avec son père. C'était un poids qu'il portait encore jusqu'à aujourd'hui. Il avait reçu bien plus que cela. Il se mettrait ainsi à l'œuvre dès le lendemain, avec son roman. Une grosse charge mentale en moins. Il verrait également si une manifestation concrète aurait bien lieu à la suite de ces libérations. Il avait lâché 4 cordes d'un coup, peut-être même plus, en remerciant ses détracteurs du fond du cœur. Ça promettait un feu d'artifice. L'usage de la résilience, comme tout acte de magie, ne doit commencer que par un acte de purification, un don, un pardon, un lâcher-prise, un remerciement. C'était tellement évident.
Quel combattant avait envie de tirer sur une corde sans un minimum de résistance de l'autre côté? Les bourreaux étaient ainsi faits. Ils cherchaient le combat, l'embrouille, la résistance, la victoire à tout prix, quitte à tricher. Lorsqu'on leur faisait face, avec la résilience et non de la résistance, ils ne pouvaient plus lutter. « Et Erwan, prépare ton fessier, tu vas avoir mal !» Félicien avait le sourire aux lèvres à cette image. En fermant les yeux, il voyait Erwan, entraîné par sa propre force, tomber en arrière et se ramasser lourdement sur le sol, l'air hébété, enroulé et presque étranglé dans sa propre corde. Il voyait une foule de gamins tout autour éclater de rire. Puis Erwan qui repartait de dos en se frottant l'arrière-train. C'en était fini de celui-là. Expulsé de la partie, remercié jusqu'à nouvel ordre. Il voyait aussi son père s'éloigner en lui disant au revoir timidement, avec un sourire gêné et fautif. Sa mère le suivait en trottinant, servilement et en courbant l'échine. Il en eut presque pitié, mais la servitude avait été son choix après tout. C'était bien que les choses finissent ainsi. C'était bien qu'elles se terminent tout court. Félicien se sentait libéré, vraiment libéré. Il avait senti comme une roue au milieu de sa poitrine faire un tour après chacun de ses pardons. C'était son cœur qui avait été libéré et qui s'était remis à tourner à l'endroit. Maintenant, il comprenait le pouvoir de la gratitude et du merci. C'était un glaive de lumière qui coupait tous les liens toxiques. Les personnes sincèrement gentilles et bienveillantes sont de bonne compagnie dans le chemin de la vie. Elles vous permettent de partager vos joies et vous encouragent dans les moments difficiles. Les personnes méchantes et malveillantes vous permettent d'avancer beaucoup plus vite et vous poussent à revenir vous centrer profondément sur l'essentiel lorsque vous vous égarez sur le chemin. Elles sont toujours en embuscade lors de vos périodes de faiblesse. Il suffit juste de savoir comment s'y prendre avec les unes et les autres. La gratitude fonctionne avec les deux.